Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne d'exception. Notre invité a volé à votre secours durant des nuits de solitude. Notre invité vous a aidé à rester fort durant des moments compliqués. Dans un monde parallèle, notre invité porte un nom aux accents andalous et détient un palmarès qui peut rivaliser avec celui de Zinedine Zidane. Dans un autre monde, notre invité mérite bien plus qu'une Coupe du Monde et une Ligue des Champions réunies. On parle d'une personne qui donne sa vie pour sauver celle des autres. Rien que ça, mes petits potes. Allez, venez, on va se couper une tranche de vie. Dream of a land my soul is from. Dream, my Yo, bienvenue dans Wagwan. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Émilie Delaunay. Merci d'être venue. Vraiment, Émilie, ça me fait plaisir de te voir. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de ton monde. En tout cas, on va essayer, vraiment. T'es né en région parisienne. Oui. Puis après, t'es allé à Gravelines, tout au nord de la France. Puis après, tu as descendu à Bordeaux. Tu préfères lequel de ces trois coins de ta jeunesse, finalement? À Bordeaux. Bordeaux? Ouais. Pourquoi Bordeaux, spécialement? Parce que je suis arrivée à 15 ans et ça veut dire beaucoup, là où on est à 15 ans. Dans la ville où j'ai grandi dans le Nord, à Gravelines en l'occurrence, c'est vraiment tout petit, Gravelines. On a eu un changement de statut social très brutal avec mes frères et sœurs. D'accord. Et on est passé des fils d'eux à ceux qui vivent dans le camping. Et donc ça a été un peu difficile. Très tôt, il a fallu seconder ma mère. Et bon, ma sœur, c'était pas trop son truc. Elle préférait le whisky. Et après, je suis arrivée à Bordeaux à la fin de cette année-là. J'ai fait 3 lycées en un an, je ne me souviens de rien. Voilà. J'ai découvert la MDMA, la weed. Voilà, Bordeaux, quoi, une grande ville, des clubs techno vachement bien. Et voilà, j'ai goûté à la techno et donc j'ai quand même j'ai très peu de souvenirs de cette époque, à part mes potos. Ouais. Et on allait en free party, on se retrouvait dans la maison de trucs toute la journée et on écoutait Micro-Pointe, voilà, c'était bien. Micro-Pointe? Ouais. C'est de la techno, enfin c'était l'époque, quoi. Et clairement, passé mes 15 ans, j'envisageais plus grand-chose à part où est-ce qu'on va en teuf ce week-end, comment je vais voler des chaussettes à Tati parce que j'ai plus rien à me mettre. Voilà, des choses un peu basiques. Est-ce qu'ils vont me laisser prendre une douche au semi-social alors que je suis mineure, enfin. On vole une voiture, si on allait vivre en Espagne, ouais, on dépasse pas Mont-de-Marsan. Enfin. Tu vas bien. Non, tu en gardes à vue d'abord. Notre truc à nous, c'était au quotidien, le truc de base du quotidien, vol à la roulette. Les postes dans les voitures, on les revendait à cash converter. À l'époque, ça marchait bien. Les CD aussi. Le temps file, finalement. Il s'en bat les couilles de ce que tu racontes. Non, d'accord. Très bien, très bien. Clairement, en tant que nana, j'ai juste eu les bons côtés. Ouais. Tous mes potos, j'ai appris avec le temps, ils ont fait quand même des trucs assez fous, assez terribles, pour que des fois, on puisse se payer une chambre d'hôtel. Maintenant, j'ai su avec le temps que pour mes amis, ça a été super dur. Bordeaux, à l'époque, c'était quand même une ville où les chartrons, c'était un haut lieu de la prostitution. D'accord. Mais moi, complètement teubée, 16 ans, mes copains, ils allaient tout le temps au chartron, ils revenaient toujours avec la même somme. J'ai mis 10 ans à comprendre qu'ils allaient sucer des bites, quoi. Que j'ai été... Non, je vais rouler pour moi. Ah, mais très bien. Allons. C'est dans ce contexte que tu rentres dans le porno. Tu disais que ça t'était tombé dessus. Ouais. Et comment le porno tombe sur quelqu'un? J'avais vécu toute ma vie sans me rendre compte que j'étais une fille. C'est-à-dire, je ne plaisais pas à mes copains, enfin mes potes, personne venait vers moi, j'étais pas cette fille-là. Et j'ai découvert à 18 ans qu'en fait, si je sortais un petit peu la tête de mon monde et de mon cercle ultra restreint de punk à chien et machin bidule, en fait, j'étais pas dégueulasse. Et ça a été une découverte. D'accord. Et découvrir ça à 18 ans, aujourd'hui, les gamines, elles découvrent ça en 5e. J'allais dans un bar, je faisais la con et je finissais sur le bar, les hommes me regardaient. Et le patron me disait, reviens samedi, je te filerai 100 balles. What? Mais c'est trop bien. Et c'est comme ça, en fait, que c'est venu. C'est venu que de fil en aiguille, cette satisfaction, c'est devenu quelque chose dont j'avais besoin. Que les hommes se retournent sur mon passage, que certaines femmes m'envient, que dans n'importe quelle soirée, je peux dragouiller et je sais que je repartirai pas toute seule. C'est arrivé tard et ça m'a plu. Et si tu ne veux pas de moi, je vais te laver le cerveau, mon gars, et je briserai ton cœur, parce que tu m'as résisté. À l'époque, il y avait pas mal de nanas à Bordeaux qui bossaient dans les sex shops, qui allaient faire les peep shows, donc elles sont derrière la vitre. Parce que ce qui marchait beaucoup à Bordeaux, c'était les bars à champagne. Alors, c'était une ville de bars à entraîneuses. Il y avait plus de bars à entraîneuses au mètre carré que de cannelés, quoi, tu vois. Et le fait est que ça demande d'avoir de la tchatch, de se laisser un peu tripoter et tout, donc c'est quand même un délire. Et c'est vrai que nous, les nanas un peu de la rue, un peu chelou,
On préfère se mettre derrière une vitre, aller direct au truc, hop, je me calingote, tu te branles, tu te barres. Le moment où je me suis dit, ok, tu peux plaire, c'est la première fois que l'interphone, il fait son dudus. Émilie, show numéro 2, cabine 4. Tu descends ta petite échelle, t'ouvres le rideau de la cabine 4 et là, il y a un mec qui est là, quoi. Et tu te dis, ah ok, le mec bande pour Wham. What? Mais c'est trop bien. D'accord, ok. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, ok, on a un certain pouvoir quand même, nous les femmes. C'est pas que vous avez quelque chose de plus, mais juste ce pouvoir de pouvoir vous avez envoûter. quelque chose de moins probablement. Du coup, je suis arrivée sans aucun a priori, sans aucun avis et sans aucune connaissance. Je suis arrivée au Peep Show et il y avait ce couple qui faisait des shows couples. Et lui était acteur, elle était actrice. Et ils m'ont dit, mais viens voir notre show, tu verras ce qu'on fait et tout. Et j'ai regardé pour la première fois de ma vie des gens s'envoyer en l'air. C'était genre, ok, d'accord, rien à voir avec ma sexualité. Comment tu as vécu la chose? Et je les ai matés, j'ai trouvé j'ai trouvé ça plutôt cool, mais assez mécanique. Je trouvais que c'était pas très personnel finalement, que c'était du spectacle en fait. Et c'est un peu dans cette optique qu'ensuite j'ai accepté de rencontrer des producteurs, parce qu'il m'a dit, l'acteur, tu peux faire un truc de ouf, il a pris des photos de moi, j'ai fait la couve de haute vidéo, enfin, il s'est passé des choses, et là, Dorsel s'est intéressé à moi en disant, on va la faire tourner, on va lui faire sa première scène et tout. Mais j'étais déjà dans un délire où c'est du spectacle. Oui, bien sûr, c'est un show avant tout. C'est du spectacle. T'es comédien, quoi. Quel était le mot d'ordre? Finalement, tu te dis, ok, je vais me lancer. Le mot d'ordre, t'as Dorsel qui t'appelle, t'as 18 ans, on vous paye le billet d'avion, le machin, le bidule, vous venez à Deauville pendant 5 jours, vous allez gagner 1500 €. T'arrives, le bordel, c'est un manoir qui fait 40 pièces, il y a une piscine, on est là pour toi, t'as ta chambre d'hôtel. Enfin, moi qui venais de passer autant de temps dans un milieu ultra précaire, je me dis, ouais, c'est très cool. J'ai tout volé. Campanile Hôtel, j'ai tout volé. C'est un campanile, le bordel. J'ai pas de chaussons. J'ai volé une bouilloire et des mini-savons, quoi. Tu vois, le tapis de salle de bain, des trucs ridicules. Les thés d'oreiller. Enfin, c'était déjà le paradis, quoi. Tiens. Voilà. Eh ben, écoute, je peux même faire la planche si tu veux. Hein, Et à un moment donné, j'ai vu que d'autres filles avaient des conforts que je n'avais pas. Et c'est par envie et jalousie que je m'y suis mise à fond. Quitte à montrer mon cul et à me faire traiter de pute par des gens dans la rue et machin, mais autant que moi aussi, je croque les bons côtés. Dans le porno, il faut un nom qui claque. Comment et pourquoi Lisa Del Sierra, finalement? Comme c'était pas mondialisé, il y avait des niches. C'est-à-dire, en France, il n'y avait pas de latina. Personne connaissait l'actrice de boule mexicaine ou californienne d'origine hispanique. Il n'y en avait pas. Et je me suis dit, attends, t'es brune, t'as les cheveux jusqu'aux fesses et t'as une petite cambrure. Voilà, tu seras la latina de service et basta, quoi. D'accord. Point. Tu as été nominée plusieurs fois dans plusieurs catégories. Meilleure actrice française. Attention, c'est pas rien. Meilleure scène de double pénétration. Ouais. Meilleure scène de groupe. Et il y en a eu d'autres. Ça t'a fait quoi d'être reconnue pour ce que tu fais, pour ton métier, finalement? Non, mais à cette époque-là, j'étais déjà très infecte. Je m'en foutais d'être nominée, je voulais gagner. Donc du coup, comment je l'ai vécu? Plutôt mal. Plutôt mal. Clairement. Et moi, en fait, j'ai fait l'erreur, je pense ma seule erreur toute ma carrière, c'est que j'ai jamais sucé la teub des producteurs. J'ai jamais réclamé ou voulu d'exclusivité avec des prods. Et donc, j'ai souffert quand même très souvent d'être pas assez reconnue par mes pairs, je trouvais. D'accord. Et c'est toujours le cas, hein. J'ai 15 ans de pornographie, je suis pas dans le Hall of Fame. C'est juste que c'est des choses qui s'achètent, c'est des choses qui découlent d'investissements de production dans des magazines, dans des distributeurs, dans des machins. Et il faut qu'ils misent sur toi, il faut que tu leur donnes envie de miser sur toi. Et donc, en l'occurrence, que tu te rendes disponible, que tu sois consensuel, que tu acceptes beaucoup de choses. Que tu fasses des concessions. Moi, je fais pas ça. Bien sûr. Déjà, je donne mon cul, mec. Contente-toi de ça, ce sera pas mal. Comment, toi, c'est bête, mais tu gérais cette frustration? Ouais, j'étais la première à embrouiller les meufs, j'ai mis quelques patates, j'ai cassé des chaussures. Ouais, j'avais encore un peu de rage, quoi. Ouais. J'étais vite jalouse et envieuse, clairement. Mais c'est aussi ce qui m'a appris avec le temps à prendre mon mal en patience et la roue tourne. Et aujourd'hui, elle bosse à l'accueil de Renault Fresnes. Et quelle est la chose la plus compliquée dans ce métier, finalement? En France, je dirais d'avoir une vie à côté, de s'autoriser à vivre, c'est le plus difficile. C'est-à-dire ne pas s'interdire de suivre d'autres voies, quoi. On a le droit d'être masseuse le soir et caissière la journée. Ça pose de problème à personne. Et par contre, en France, c'est compliqué d'être ou d'avoir été actrice X ou d'être travailleur du sexe de manière générale et d'avoir envie d'être bibliothécaire, infirmière. Enfin, il y a vraiment ce côté moralisateur terrible. Il y a un jugement, on catégorise les gens et on les empêche de vivre en France, qui est très dur. Et je pense que ça a été comme ça toute ma carrière, à la fois pour la vie privée, rencontrer quelqu'un,
se faire des amis, tout est difficile. Et juste même, je vais boire un petit coup d'eau. Parce que le Bloody Mary, je suis pas habitué, mais c'est très bon. Et je commence à sentir les effets. Quelqu'un va le ramener après? Non, Quelqu'un t'inquiète le ramène pas, après? t'inquiète pas. Tout va bien. Il peut dormir sur un banc même s'il y a des accoudoirs. Tu sais. En 2018, tu rejoins une école d'aide-soignante. En 2015. En 2015, excuse-moi. Oh, wow. Excuse-moi, petite faute de notre part. Vas-y, continue. Voilà. Qu'est-ce qui t'a embarqué dans cette voie, finalement? Plusieurs choses. Déjà, en 2013, en janvier 2013, quand je me suis dit j'arrête, il a fallu trouver un taf. J'avais aucune qualification. Pas de souci à faire ce qui devait être fait. Donc, je suis devenue femme de ménage. De femme de ménage, je suis devenue auxiliaire de vie. Sans faire la moindre école, hein. Ça c'est un autre débat. Et de là, j'ai rencontré des aides-soignants. Et en fait, j'ai découvert le métier de ma mère. Parce que ma mère est aide-soignante. D'accord. Et donc j'ai passé les concours et j'ai fait l'école d'aide-soignante. Pour le coup, tu as donc traversé une crise sanitaire de ce coronavirus de l'intérieur. Tu as été en renfort dans l'Oise, une région qui a été... C'est un cluster. On avait des échos de ce qui se passait dans certains hôpitaux en Alsace ou dans l'Oise, justement, parce qu'on a tous des messageries de soignants, notamment les réservistes. On est étalés partout en France. Donc, tu avais l'impression qu'à 300 km de toi, c'était la guerre et que là, tu allais y aller, quoi. Donc, c'est vrai que ça faisait peur. C'était des questionnements que les gens peuvent pas forcément imaginer pour les soignants. Mais est-ce que je vais travailler selon mes valeurs? Est-ce que je vais avoir du matériel? Est-ce que je me mets vraiment en danger? Enfin, je vais pas mentir, hein, le soir avant de partir en mission, j'ai picolé, j'ai fait un testament. Parce qu'on savait pas, on savait rien. J'avais déjà été confrontée à la mort. On est tous rentrés dans une chambre. Ah bon, il est décédé. Ou arrivé dans le service, te dire ah monsieur Truc, il nous a quittés. Mais j'avais jamais vécu la mort en direct. C'est-à-dire la personne qui dévisse et c'est long. Et t'es là, et c'est difficile de te dire je sors de la chambre, je ferme la porte, et puis j'y retourne dans une demi-heure. Non, tu restes. Ouais. Et moi, j'avais jamais fait ça. Et je pense que beaucoup de soignants n'avaient jamais fait ça. C'est très bizarre, mais c'est là qu'on se rend compte qu'en général, nos patients décèdent seuls. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est ma colère. Parce que justement, ces fins de vie, on n'a pas pu les accompagner correctement. On manquait de certains médicaments. Il y a eu beaucoup de temps avant qu'on nous propose d'autres protocoles. En général, une fin de vie, on utilise... de la morphine, de la kétamine, on a des médicaments qui fonctionnent très bien, sauf qu'il y avait tellement de patients en réanimation et que ces médicaments sont indispensables en réanimation que dans les services plus classiques, on n'a pas pu rendre cette situation plus confortable. Et ça a été très dur. Tu me racontais que tu n'arrivais pas à applaudir à 20h sur ton balcon. Pourquoi ? En fait, c'est pas que je ne peux pas applaudir. Je suis allée aussi à ma fenêtre comme tout le monde et j'ai applaudi mes collègues parce qu'ils le méritent. C'est de voir ces gens, je vais dire les civils, les non-soignants, en train d'applaudir avec J'avais un monsieur en face de chez moi qui avait une espèce d'énergie, genre il était au Parc des Princes, c'était genre le match de sa vie, il applaudissait avec de l'enthousiasme, avec une vraie volonté de se faire entendre et en fait ça me pétait le cœur, quoi. Je sais pas, j'avais envie de dire que c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, c'était trop dur. Donc, et de me dire, putain, ils sont dans l'ignorance totale, finalement. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils se rendent pas compte de ce que ça nous demande comme effort. Et je repensais à des patients qui sont décédés, qui n'auraient pas décédé si on était dans un contexte normal. Ils auraient eu droit à des traitements, ils auraient eu droit à une réa, ils auraient eu droit à des visites de leurs proches. Et tout ça cumulé, ça m'a mise en colère. Bien sûr. Il a fallu faire des choix entre les patients, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les équipes mobiles de soins palliatifs. C'est des équipes qui n'appartiennent à aucun service, mais quand dans un service, on est à bout de traitement, c'est une équipe qui vient prendre le relais, qui va accompagner à la fois les soignants, à la fois le patient. Enfin, il y a quelque chose qui existe. Ouais. Là, en l'occurrence, non, quoi. On n'a pas le temps de faire venir l'équipe mobile de palliatif pour expliquer à madame de plus de 70 ans que si elle venait à dévisser, elle n'irait pas en réanimation. Tu disais être sidéré de voir le comportement de certains et qu'il faudra demander des comptes plus tard. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette crise comme on vit la saison d'une série. La crise est finie, la saison est finie. Je pense qu'il faut se reprendre un petit peu. Il y a d'autres choses qui sont importantes actuellement, certes, mais il faut se reprendre un petit peu. Et ne pas avoir été touché, ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner un petit peu de mal quand même. Parce que je pense que dans le temps, on n'aura pas tous la chance d'être épargnés.
on aura tous un proche qui attrapera quelque chose, et si c'est pas le Covid, ce sera autre chose. Mais en tout cas, faut se mettre dans la tête qu'on est ultra vulnérable. Et ça va nous demander d'être ultra discipliné. Parce que c'est une première maladie qui sort. Je pense pas que ce sera la dernière. Le confort personnel ne doit pas passer devant le confort de la majorité. On n'a pas su le faire en France, ne serait-ce que pour la question des vaccins. Le principe de l'immunité collective. Comme le Royaume-Uni, par exemple, sur le papillomavirus, ils sont à 90% d'immunité chez les garçons et chez les filles. En France, on n'a pas vacciné les garçons. On n'a même pas su comment demander aux garçons de se vacciner pour une maladie qui concernait les filles. Voilà où on en est. On est quand même, des individus assez abjects au final. Tu crois que cette crise va peut-être changer nos habitudes dans notre façon de vivre? On est déjà passé à autre chose, on manifeste. Je remets pas en question le pourquoi, du comment, du machin, la manifestation. Enfin voilà, c'est absolument pas le sujet. Hier, il y a encore 30 personnes qui sont mortes du coronavirus. Aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui se réunissent dans la rue. Ben moi, je comprends pas. Après, je pense que c'est des gens pour qui la mort est quelque chose de très abstrait. Il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux où une infirmière filmait un patient en réanimation pour montrer ce que c'est. Voilà, en réanimation, vous êtes comme ça. Vous êtes allongé comme ça, vous avez un tube là, vous avez un tube là, vous avez ça là, et ça pendant des jours et des jours et des jours. Et mon travail, c'est de prendre le relais sur tous vos organes, parce que tout va se casser la gueule, et de vous amener jusqu'au bout. Et au bout, ce sera pas fini. Au bout, vous irez en rééducation. Vous allez être en galère pendant des mois, d'un point de vue respiratoire, d'un point de vue rénal, d'un point de vue cardio. L'AREA, ça fatigue. L'AREA, c'est difficile. Là, je suis en colère, je suis désolée, je suis tellement bien en sûr, colère. justement, c'est dur de rebondir sur un autre sujet. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut plier cette émission. Mes amis, alors, juste... Il y a encore des questions. Allez, tourne tant qu'il y a des cartes. Merde, putain, je pensais pas. Putain, tu m'énerverais, moi, sur un plateau. Hein. Je rigole. Là, on va aborder un thème qui nous concerne actuellement, parce que tu vas me passer le feu. Voilà. T'appelles ça tarboule? Ouais, un tarboule. Ouais, très bien. Moi, c'est Joinzin. Ouais. Ouais. C'était quoi ta pire réaction de fonce dé? Qu'est-ce que j'ai fait de drôle? Attends. Genre, j'ai fait des soufflettes à mon frère, il devait avoir 7 ou 8 ans. C'est pas bien, tu vois. Voilà, ne faites pas ça chez vous. C'était drôle. Bah oui. Tu vois, début des années 2000. Il va bien. Il va super bien. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup de fumée. Donne-moi le coussin parce que je suis en train de m'avachir et dans 5 minutes, je ressemble plus à rien. Tiens, prends ça. Voilà, comme ça, je m'avachis classe. Hey, Maria Carré. Quand on filme toujours par avoir une philosophie de comptoir, tu vois. Finalement, on est là, on refait le monde sur le cadavre. Attends, moi, j'ai eu des prix Nobel. La nuit, toute seule, j'ai réinventé des bordels. Au début du confinement, j'avais des théories de fumeuses. Et genre, j'oubliais de les mettre par écrit. Et le matin, tu sais, j'avais appelé mon père 5 fois. Et quand il me rappelait, je savais plus pourquoi je l'avais appelé dans la nuit. Et en fait, c'est parce que j'avais imaginé que si chaque utilisateur d'Instagram payait 1 € par semaine pour accéder à son compte, on sauverait l'économie mondiale. Et ça avait l'air super cool comme idée. C'est vrai, il y a un truc. Et j'avais tout oublié quand mon père m'a rappelé. Des trucs de ouf. Est-ce qu'être honnête, ça paye dans la vie? Ça apporte une certaine paix, je pense. C'est qu'au pire, si ça marche pas. Au pire, si c'est difficile, au pire... si t'as été honnête, en vrai, pas de regret. Ouais. Par contre, si t'as été une pute, si t'as menti, si t'as essayé de gérer les gens malgré eux, machin, et que ça marche pas, là, mon gars, en vrai, va niquer ta mère. Non, mais c'est ça. Oui, bien, écoute, Moi, je suis pour l'honnêteté. Et là, c'est quoi, justement, la différence entre l'amour et le désir? La différence entre l'amour et le désir, c'est que l'amour, t'es prêt à crever. Et le désir, probablement pas. Enfin, moi, j'irais pas mourir pour une sodomie, hein, perso. Bon, moi non plus. Tu vois. Et c'est magnifique ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, c'est très beau ce que tu viens de dire, Émilie. Juste, faut dire au revoir et tout. Tu leur dis. Émilie, Ça coupe. merci. Fondu au noir, un bon porno. Merci, au revoir. Les amis, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que la vie est belle. Hein, parfois, ça suffit. Le gosse dirait merci de nous avoir suivis, allez tous niquer vos mères. J'ai un problème avec les mamans, putain. Dès que je fume, j'ai un truc. Ok.